Alors, tout d'abord, j'aimerais souhaiter la bienvenue à vous, trois panélistes que je vais présenter dans quelques instants, ainsi qu'à vous, internautes, de vous joindre à ce webinaire qui portera sur l'essor de la bande dessinée jeunesse au Québec. Alors, écoutez, vaste chantier de discussion en à peine une heure. Donc, on va s'y attabler directement. Alors, tout d'abord, j'aimerais présenter nos participantes et participants. Donc, Maryc Trépanier. Alors, Maryc Trépanier œuvre à l'Institut canadien de Québec depuis 2004. Tout d'abord comme responsable de bibliothèque de proximité, puis responsable du service de l'accueil et des services conseils à la bibliothèque Gabriel Roy, et finalement comme directrice des bibliothèques de proximité et des services à la clientèle depuis juin 2019. Madame Trépanier est également responsable pour la Bibliothèque de Québec durant plusieurs années de la sélection des documents jeunesse, puis de la sélection des bandes dessinées et qui est également, évidemment, une fervente lectrice de BD jeunesse et adulte depuis toujours. Alors, Madame Trépanier, bonjour. Bonjour. J'enchaîne avec Jacques Goldstein. Jacques Goldstein, qui est un auteur, et là c'est moi qui le dis, qui est un auteur incontournable du 9e art national. Et c'est tout à fait gratuit, ça, Jacques. Hein? Il n'y a aucun frais additionnel, aucun versement. Donc, Jacques Goldstein collabore au mensuel jeunesse scientifique Les Débrouillards depuis plus de 30 ans et compte une quinzaine d'albums et autant de prix qui célèbrent ses extraordinaires albums. On peut voir aussi, oui, Les Débrouillards, voilà. On peut également voir ses caricatures politiques dans le Quack, l'autre journal et Amnesty International sous la plume de Boris. Alors, Jacques, bonjour et merci de vous joindre à nous. Merci de m'inviter. Et finalement, je vous présente Sophane Baudin-Quintin. Bonjour Sophane. Alors, bonjour. Sophane est directeur commercial aux éditions Michel Quintin depuis 2011. Il est activement impliqué au sein de l'ANEL et de la Corporation du Salon du Livre de Montréal, en plus de siéger au conseil d'administration de Livres Canada Books. Sophane, bonjour et merci de vous joindre à la discussion. Alors, écoutez, lors du précédent webinaire qui a eu lieu il y a à peine une heure, il a été beaucoup question, entre autres, de l'essor de la bande dessinée jeunesse au Québec. C'est un incontournable. Cette portion de la production est incontournable dans le paysage actuel et depuis de nombreuses années au Québec. Alors, j'aimerais qu'on parle peut-être tout d'abord justement du développement. Et peut-être que j'aimerais commencer avec Jacques. Jacques, vous êtes, sans tomber dans l'agisme, je pense qu'on peut prétendre que quand je disais d'entrée de jeu que vous êtes un acteur incontournable, un auteur incontournable, c'est que vous êtes là depuis quand même quelques décennies. Et vous avez été au centre de ce développement-là de la bande dessinée jeunesse. Parce que pour le bénéfice des internautes, des auditeurs, des auditrices, évidemment, qui dit bande dessinée autant adulte que jeunesse, oui, la bande dessinée au Québec se développe depuis de nombreuses années. Elle existe depuis plus de 100 ans, mais la bande dessinée québécoise doit faire face à son double statut, c'est-à-dire qu'elle se retrouve à la fois comme enclave francophone dans un océan anglophone et que la bande dessinée, ici, la production locale, doit se positionner tant face à la production étrangère qui provient des États-Unis, donc anglophone, que celle européenne francophone. Alors, Jacques, donc, d'entrée de jeu, je disais que vous êtes un acteur incontournable. Vous avez été au front et vous avez été vraiment à même de voir cette transformation-là s'effectuer. Est-ce qu'en début de carrière, vous pensiez que 30 ans plus tard, en vous projetant, que vous auriez signé autant d'albums et que vous seriez
que vous seriez un des acteurs dans cette évolution-là du genre de jeunesse au Québec. Oui, bon, merci Jean-Dominique pour cette très belle introduction. J'aurais juste une petite correction à apporter. Oui. Tu parlais de 30 ans. En fait, ça va être bientôt 40 ans. Oui, alors, pas. Écoute, j'ai le pied dans la tombe. En fait, c'est le hasard qui m'a emmené à la bande dessinée. Moi, j'ai eu un parcours plutôt scientifique. J'ai été dans une autre vie géologue et j'ai toujours aimé dessiner. Et j'étais peut-être plus attiré vers le dessin éditorial. J'aimais la caricature politique et puis j'en faisais dans les journaux à l'université, par exemple. Et puis la bande dessinée, je trouvais ça un peu lourd, un peu compliqué parce que, bon, il faut dessiner les cases à chaque fois, il faut redessiner tes personnages. Alors, ça me faisait un peu peur. Puis quand je suis arrivé au Débrouillard, eh bien là, j'ai commencé à faire de la bande dessinée pour le magazine qui va fêter ses 40 ans. Donc. Et je dois saluer Félix Maltais, qui est l'éditeur, qui était l'éditeur des Débrouillards, qui lui, a été la bougie d'allumage pour ça. Et un magazine comme les Débrouillards, ça a été vraiment une pépinière, vraiment, pour stimuler le talent en bande dessinée. On pense bien sûr, on pense souvent en bande dessinée en termes d'albums, mais dans le domaine du magazine, ça a été très important pour des gens comme Gaboury, comme Garnotte, comme Godbout, et puis tous les autres aujourd'hui qui se sont greffés. Donc, c'est un milieu extrêmement vivace pour la bande dessinée. Et donc, j'y suis entré un peu on m'a poussé un peu à faire de la bande dessinée, surtout à créer des personnages, des personnages des petits débrouillards. J'étais peut-être pas attiré au début à dessiner des enfants, tout ça. Et puis, bon, je suis tombé là-dedans comme dans la potion magique. Et puis, bon, j'ai créé Beppo, la grenouille. Et puis, la bande dessinée, c'est venu un peu en complément avec mon intérêt pour les sciences. Donc, une certaine forme de vulgarisation scientifique, mais avec de l'humour. Puis ça, c'est très, très important. Donc, on peut aborder tous les sujets. On peut parler d'écologie, de consommation, de toutes sortes de choses. Et en fait, j'avais pas mal carte blanche. Puis ça, c'est un énorme cadeau qu'on peut faire à un BDiste. Et d'ailleurs, dans vos travaux respectifs, c'est-à-dire que ce soit comme éditeur, bibliothécaire, auteur, sentez-vous que vous avez une responsabilité supplémentaire, c'est-à-dire celle de préparer le lectorat de demain? Écoute, c'est certain qu'à un moment donné, il ne faut pas trop penser à ça quand tu fais tes bandes dessinées. Moi, je me fais plaisir à moi quand je fais les bandes dessinées. Des fois, on me dit, oui, mais est-ce que les enfants, est-ce que tu... Non, c'est sûr certain que j'ai oui, comment je pourrais dire, j'essaie de me raconter des histoires, des bandes dessinées à moi quand j'étais petit. Et puis, eh bien, tant mieux si ça plaît aux autres aussi. Mais à un moment donné, quand tu te mets à analyser ça froidement, avec du recul, tu te dis, oui, bon, attends, ton lectorat, il est à quel âge? Et puis aussi, il y a les parents aussi, parce que, bon, puisque c'est un magazine qui rentre dans la maison, il est dans le salon, il est dans la chambre des enfants, dans les toilettes, les parents vont le lire, c'est sûr. Et donc, il faut qu'il y ait un intérêt pour les parents aussi. Et un des plus beaux compliments qu'il ne peut pas y avoir, c'est des parents qui lisent la bande dessinée et puis ou le magazine, qui s'intéressent au sujet. C'est pour ça que j'essaie de me faire plaisir à moi puis d'intéresser l'enfant que j'étais quand j'étais jeune. Tant mieux si ça rejoint des gens. Mais j'essaie de pas trop mettre de psychologie là-dedans, de poids, de mission sur mes épaules là-dessus. Je dirais que disons, du point de vue éditeur, je pense que c'est avant tout le faire par passion. Faut aimer les projets, il faut aimer les créateurs avec lesquels on travaille, les auteurs, les illustrateurs. Puis, c'est sûr qu'il faut avoir en tête quand même le lecteur. On veut que ça plaise, mais avant tout, je pense qu'il faut être passionné. Mais on dirait que la paye dans tout ça, un peu, c'est justement la réaction des jeunes qui sont tellement honnêtes, puis tellement francs, qui donc va vraiment être un peu le bon mot-cœur, puis donner envie de continuer. Puis aussi, c'est sûr qu'on reçoit parfois des mots de parents qui disent « Ah, ben
mon enfant lisait pas, puis depuis qu'il a découvert telle collection, telle série, il s'est mis à lire, puis maintenant, c'est devenu un plus grand lecteur où on voit maintenant que c'est ouvert à certaines choses. Donc, ça, je pense que c'est ce qui me fait le plus grand plaisir. Puis je crois qu'en fait, après, ben, c'est sûr que un peu dans le travail d'implication dans le milieu, ben, c'est là qu'on va essayer peut-être de préparer le lecteur de demain dans le sens où on va essayer de les sensibiliser à la lecture, faire connaître la diversité de ce qui est publié, puis s'impliquer justement dans la communauté aussi. Donc, c'est un peu là qu'on va essayer de donner le goût de lire, puis essayer de collaborer aussi avec avec les institutions, tous les intervenants du milieu aussi pour que tout le monde travaille ensemble pour justement aider les jeunes à lire plus finalement, puis devenir des lecteurs de demain. Nous, en bibliothèque, c'est sûr que c'est ça, on a vu un peu l'évolution et c'est une très bonne chose où, effectivement, la bande dessinée, encore, là, on l'entend parfois encore, prend pas juste des bandes dessinées, prend aussi des romans, bon. Mais on a vu l'évolution quand même de la mentalité. Je pense que les jeunes qui aimaient la BD l'ont toujours aimé, ont toujours été attirés vers ça à la bibliothèque, puis on les voit, là, c'est quelque chose qui se lit bien sur place, fait que c'est magnifique de les voir regarder les bandes dessinées, lire les bandes dessinées sur place. Mais c'est ça, on voit qu'il y a eu une évolution. On voit aussi que les parents connaissent mieux la bande dessinée. Puis, comme on parlait d'essor, ben c'est ça, la bande dessinée s'est éclatée aussi. Hein, on le voyait, ça va montrer des connaissances. Le documentaire, ça peut être beaucoup porté sur l'image. Puis, il y en a pour tout le monde, la bande dessinée, je pense, aujourd'hui, autant du côté adulte que jeunesse. Fait que ça, on le voit, là, qu'il y a eu. D'ailleurs, nous, on aime bien les chiffres, les bibliothécaires, puis on a des chiffres. Alors, c'est bien. Je me suis dit, je vais aller voir. Est-ce qu'il y a vraiment eu un essor? Est-ce qu'on est capable de le chiffrer? Eh bien, oui, j'ai sorti des chiffres entre deux. Ben, dans le fond, j'ai sorti plusieurs chiffres, mais je vous donne la comparaison entre en 2010 et j'ai pris 2019. Là. On a évité 2020, qui n'était pas la meilleure année. Pas besoin d'expliquer pourquoi. Donc, j'ai fait le comparatif entre ces deux années-là pour avoir une bonne période. Puis aussi, parce qu'au niveau du nombre de bibliothèques, là, nous, on a bougé, donc ça a aussi un impact sur les prêts. 49 donc pratiquement 50 d'augmentation de prêts de bande dessinée jeunesse. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour nous, la bande dessinée jeunesse, c'est jusqu'à 11 ans. Après, on a la bande dessinée ado, pardon, qui est 12 à 17 et adulte, donc 18 ans et plus. Mais c'est ça, une augmentation de 50 C'est sûr que tout le livre jeunesse chez nous, y compris les albums, le roman, ont explosé. Mais si je vous compare à la même période, là, la même période de référence, la BD qui comprend la BD adulte et ado, donc 12 ans et plus, a augmenté de seulement 20 Donc aussi quand même une belle augmentation, là, mais on voit qu'au vraiment au niveau du jeunesse, il y a eu une explosion des prêts. Là. Fait que c'est un produit très, très populaire chez nous, c'est certain. C'est vraiment une excellente nouvelle. On aime ça, des bons chiffres comme ça. Oui. Évidemment, j'aimerais peut-être qu'on revienne justement sur la terminologie bande dessinée jeunesse, parce que c'est un peu difficile à définir, parce qu'on sait très bien que, par exemple, entre un enfant de 7 ans et 12 ans, je veux dire, il y a un monde. Il y a une expression en anglais qui dit tween, donc c'est pas les adolescents, c'est juste avant les adolescents. Donc, est-ce que justement, vous sentez, soit comme bibliothécaire, encore comme éditeur, est-ce que vous sentez qu'il y a de plus en plus une gradation dans la BD jeunesse? Est-ce qu'il y a de plus en plus de demandes pour des âges spécifiques? J'aurais tendance à... Oui et non, je dirais. Oui, non et peut-être. Je dirais que oui, tu sais, on voit mais des genres aussi, là, on voit beaucoup, un peu comme la BD européenne l'a fait avant, développer BD plus
intérêt, on va dire fille, intérêt garçon, intérêt, Mhm. bon. Puis au niveau des âges, ça suit. Mais moi, ce qui me frappait quand j'ai réfléchi un petit peu, tu sais, c'est qu'il y a aussi une évolution dans certaines séries, entre autres, qui peuvent être à très long terme. Donc, le personnage évolue, là. Tu sais, il peut commencer tout jeune, puis là, il vieillit, puis ses lecteurs grandissent avec lui. Fait que ça, on retrouve ça aussi. Mais une demande spécifique, moi, en tout cas, en bibliothèque, j'ai l'impression que ça ne me frappe pas, là. C'est plutôt du bouche à oreille. Pensons à la Jean-Jean, là. C'est comme ce dont on parle, ce qu'on voit. C'est plus ça, je pense, que les jeunes vont rechercher, là. En tout cas, dans mon opinion, là. Ouais, je trouve ça, pour ma part, difficile de répondre à ça. J'ai l'impression que c'est très éclaté, en fait. Des fois, on s'attend à ce que ça va rejoindre un public, une publication va rejoindre un public 7 à 10 ans, par exemple. Puis, ça arrive quand Salon du livre, on se fait demander un livre, puis là, par hasard, on pose la question, ah, c'est pour qui, tu sais? Puis, ah, c'est pour moi. Puis, c'est un adulte qui, qui lit la série, je pense à... C'est arrivé avec Gibi, qui est une BD jeunesse, puis finalement, c'est des adultes aussi qui lisent. Donc, des fois, ça va vraiment chercher plus large qu'on peut s'attendre. Puis aussi, des fois, plus jeune qu'on peut s'attendre, justement, grâce aux illustrations. Ben, la petite sœur, le petit frère aussi, des fois, peut s'initier à ça. Comprend peut-être pas autant les deuxièmes sens ou les textes aussi bien, mais peut suivre avec les illustrations. Donc, c'est sûr que souvent, on essaie de s'imaginer à qui ça va s'adresser, les nouvelles publications, mais c'est assez embêtant vraiment de mettre le doigt dessus parce que finalement, on est surpris. Ça peut aller ratisser assez large. D'autant, Sophane, que, par exemple, dans votre catalogue, les éditions Michel Quintin, il y a quand même une vaste palette. Vous parliez de Gibi, mais vous publiez également Humerlin, qui est une série de science-fiction qui s'adresse, ben, en principe, à vue de nez comme ça, on se dit, ah ben là, il vise vraiment un marché adolescent. Vous avez aussi, par exemple, La Rose du ciel. Donc, il y a vraiment, dans votre catalogue, il y a vraiment justement une vaste palette. Et fort justement, puis là, je ne parle pas de l'année 2020, on oublie ça, cette année-là, au niveau événementiel, est à oublier, bien sûr, mais jusqu'en 2019, fort de votre présence dans les différents salons du livre, est-ce que vous sentez justement auprès de votre lectorat qu'il y a de plus en plus de demandes d'albums jeunesse et de séries jeunesse différentes, justement, quant à votre catalogue? J'ai l'impression vraiment qu'il y a eu une ouverture. En fait, la BD s'est éclatée dans les dernières années. Puis c'est pour ça aussi qu'on publie quand même une variété de choses parce que, en fait, tant du documentaire, je trouve que c'est un beau médium, la BD, pour du documentaire, mais aussi vraiment de la fiction, de la science-fiction, tous âges finalement. Puis même de plus en plus jeunes aussi, les tout petits, finalement, vont s'initier de plus en plus jeunes. Donc, j'ai l'impression vraiment, oui, que ça... il y a des niches qui commencent à s'ouvrir de plus en plus, même s'il y en a toujours eu. On dirait qu'il n'y a plus autant ben, en fait, il y a plus de catégories, mais moins en même temps. Les gens sont vraiment ouverts au médium en tant que tel. Donc, c'est assez chouette. Puis oui, justement, si on pense à Humerlin, bon, on s'adresse peut-être principalement aux adolescents, mais je pense vraiment que c'est une série grand public. Tout le monde peut y trouver son compte. Puis c'est justement très chouette. C'est très inspiré du comic book américain dans le style. Ça se fait pas énormément au Québec, mais je pense justement qu'il y a quand même... il y a une demande pour ça aussi. Il y a des gens à qui ça plaît. Donc, il y a un peu une croisée des genres. Finalement, le comic book peut être réapproprié au Québec. Même chose pour le franco-belge. Puis, donc, tout ça un peu finit par se mélanger. Puis, on a également, bon, dans notre catalogue, beaucoup de publications qui sont un peu hybrides entre deux. Donc, des fois aussi, on peut même mélanger la BD à une forme de roman, par exemple, ou s'inspirer de la BD, comme dans Les Savais-tu.
on raconte pas une histoire en case, mais c'est vraiment, c'est toujours une illustration finalement inspirée de la bande dessinée. Donc, on peut vraiment s'éclater là-dedans. Puis, je crois que les lecteurs sont prêts à ça, là. Quand je parlais d'entrée de jeu, de cette responsabilité-là, en fait, de la bande dessinée jeunesse, en fait, d'ouvrir les perspectives des jeunes à la lecture, j'aimerais vous poser cette question-là au sens large, toujours respectivement dans vos points de vue professionnels. Est-ce qu'en bande dessinée jeunesse, on peut parler de tout? Est-ce qu'on peut aborder tous les sujets? Est-ce que la bande dessinée se heurte, par exemple, à la censure ou même à de l'autocensure? C'est un bon sujet. Peut-être juste pour rebondir à ce que tu disais tout à l'heure concernant l'âge, étant donné que moi, j'évolue beaucoup dans le domaine des magazines, je fais une bande dessinée qui s'appelle Hugo et Marjo dans le magazine des Explorateurs. Ensuite, ça c'est pour les 6 à 9 ans. Ensuite, le magazine des débrouillards, c'est 9 à 14. Et puis après, il y a Curium, qui est 14 ans et plus. Donc, c'est facile dans notre cas de compartimenter. On dit, ah bon, ça c'est pour les 9-14 ans, etc. Mais on s'aperçoit à un moment donné que, dépendant de l'apprentissage, comme disait Sophane, si tu es initié assez jeune à la bande dessinée, tu vas vouloir en savoir davantage. Donc, tu vas connaître beaucoup plus, tu vas ouvrir ton esprit. Tu vas dire, par exemple, ah, ben ça, c'est une bande dessinée qui est peut-être un peu plus pour adolescents ou pour adultes. Et non, si tu as fait ce chemin-là, c'est un peu comme pour la musique, c'est un peu comme pour le théâtre ou n'importe quoi. Bon, ben, tu pars avec une longueur d'avance. Tes parents t'ont initié aussi à certaines bandes dessinées, certains grands classiques. Peut-être tu peux les avoir lus, pas les avoir compris tout à fait quand tu as 8 ans. Après ça, tu les relis quand tu as 12 ans, puis OK, là, les liens se font. On n'a qu'à penser à Astérix, on a pensé à toutes sortes d'autres bandes dessinées. Maintenant, ça en arrive au sujet sur la censure, à savoir est-ce qu'on peut parler de tous les sujets. Il y a des sujets qui sont un peu délicats, c'est sûr, à aborder avec des jeunes. Si on peut parler, par exemple, en ce qui concerne la sexualité ou la drogue, des choses comme ça, bon, faut faire très, très attention parce que des fois, il y a un monde entre les enfants qui sont au primaire et puis secondaire, au début secondaire. Mais par contre, je trouve que la bande dessinée est un véhicule extraordinaire pour un peu secouer les neurones, là. On peut parler d'environnement, on peut parler de consommation, de surconsommation, on peut même parler de politique. J'ai été surpris, moi, en allant dans les classes, en rencontrant les enfants, les jeunes, très jeunes, connaissaient des personnages politiques comme un certain Donald Trump aux États-Unis. Je veux dire, moi, quand j'avais leur âge, bon, ben, Lyndon Johnson aux États-Unis, bon, je ne me souviens pas qu'à 8 ans, je le connaissais, mais c'est assez étonnant. Tout le monde connaissait Donald Trump à cause de sa truculence, comme connaissait aussi Kim Jong-un en Corée. Alors, ils entendent à la radio, ils voient à la télévision, ils entendent leurs parents, ils en discutent à table, ce qu'on faisait peut-être moins avant. Donc, ça leur ouvre des univers. Puis je trouve que c'est important peut-être de secouer les puces un peu aux enfants, de les confronter à certaines choses, parce que je le vois avec les lecteurs que j'avais il y a 30 ans, bon, ben, ils sont devenus des adultes, ils ont des enfants, puis c'est eux qui lisaient, c'est eux qui prennent des décisions, c'est eux qui votent maintenant. Donc, oui, tu peux parler de consommation. Est-ce que tu as besoin du iPhone 12, par exemple? Est-ce que tu as besoin et puis, en fait, de leur ouvrir un peu l'esprit en ce qui concerne la publicité, en ce qui concerne, parce que, bon, ben, on est tous comme des grands enfants, alors on veut toujours avoir davantage et tout ça. Puis si on arrive à développer un peu un esprit critique chez les enfants, de rire de soi-même aussi, je trouve que c'est très, très important. Donc, oui, il y a des sujets, oui, il faut, je pense, peut-être rendu à l'âge que j'ai aussi, bon, ben, j'ai fait un petit peu le tour du jardin, puis maintenant, j'ai envie d'écrire certains sujets qui me sont importants à moi, de dire, oui, on peut parler de politique, d'inégalité, par exemple, bon, ben, dans ta consommation, est-ce que ça dérange des peuples qui sont très loin de chez toi, par exemple? Est-ce que ça va perturber l'équilibre de la planète, le réchauffement planétaire? Est-ce que ça t'implique, toi? Est-ce que tu peux changer les choses? Est-ce que tu peux titiller un peu ton gouvernement pour qu'il adopte des politiques qui soient intelligentes, etc.? Donc, ça, c'est des choses, c'est un petit peu la brique que j'apporte un peu à l'édifice.
Puis je vois qu'il y a une belle, il y a une réception de ce côté-là. Tu sais, c'est quelque chose qui vient me chercher moi-même, puis tant mieux s'il y a de l'émulation et s'il y a des jeunes qui sont touchés par ça. Donc, oui, faut pousser plus loin, à mon avis. C'est une certaine, comment je pourrais dire, c'est aussi, c'est dans soi aussi. Hein. C'est quelque chose, sans vouloir passer pour un missionnaire, là, mais il y a quand même, il y a comme quelque chose que tu veux changer un peu dans la société, transmettre quelque chose un peu à des jeunes aussi, tu sais. Oui, ben en fait, c'est une des forces de l'art, en fait, au final. Hein, c'est de faire grandir, c'est d'éduquer, c'est de Ouais, conscientiser, c'est ouais. d'amener la réflexion, de Et la bande divertir dessinée, aussi. c'est très rapide. Comme on le disait, par exemple, comme disait Marie, on ne prend pas juste des bandes dessinées. On le voit, par exemple, dans un magazine où il y a des articles de fond, il y a des dossiers. Les enfants vont commencer à lire, vont commencer par le dessert, ils vont commencer par la bande dessinée. Et donc, c'est un moyen extraordinaire de faire passer un message. Et puis, il faut bien scénariser aussi. Tu as 2 pages pour faire passer un message ou, bon, si tu es chanceux, un album au complet, mais je veux dire, il faut quand même intéresser le jeune, soit par le dessin, soit par le scénario. Il y a une façon de le, de- de le capturer un peu, de l'intéresser à un sujet. Donc, c'est vraiment un défi. Je me compare souvent, par exemple, avec un cinéaste, quand on me pose la question en ce qui concerne la bande dessinée. C'est que là, quand tu veux faire un film, tu vois, à l'ONF, c'est hyper compliqué, c'est long, même un dessin animé, ça demande des techniciens, ça demande des... Alors qu'à la bande dessinée, tu es tout seul dans ton atelier et puis tu peux créer les décors, tu crées les personnages, tu les envoies sur la planète Mars ou dans une jungle d'Amazonie. Ça, c'est extraordinaire, ce pouvoir-là que tu as. Et puis, c'est ça. Donc, pour faire passer des messages, des idées, c'est un véhicule. C'est comme l'affiche, un peu autrefois. Hein. Oui. Madame Trépanier, vous, dans vos fonctions de bibliothécaire, est-ce que, par exemple, lorsque vient le temps de sélectionner des albums pour ajouter à votre fonds, est-ce que vous avez des critères précis? Est-ce que, par exemple, il y a des sujets où il y a des approches qui passent pas qui passent pas le test auprès de vous et de votre équipe? Ben, Par exemple, oui. je vais vous donner un cas d'exemple. Je donne depuis plusieurs années des conférences dans les écoles et je présente à l'occasion les nombres de Marc de la Mhm. Fontaine et Maryse Dubois. Et souvent, la réaction que j'ai de certaines enseignantes, enseignants, c'est que non, non, ça c'est proscrit. Et alors que moi, ce que j'explique en conférence, c'est que pour moi, les nombris, j'ai une affection particulière pour cette série-là parce que ça m'a permis, moi, comme parent, entre autres, lorsque ma plus jeune avait 9-10 ans et qu'elle vivait de l'intimidation, qui subissait de l'intimidation, ça m'a permis, à travers la bande dessinée, euh, d'ouvrir le dialogue et d'essayer de comprendre ensemble qu'est-ce que c'est l'intimidation. Et donc, parfois, il m'arrive en bibliothèque ou même en école de me dire non, ça, on ne tient pas ça ici parce qu'il y a des G-strings, parce que l'humour est trop cru. Alors, est-ce que, par exemple, vous, Mme Trépanier, là, lorsque vient le moment de choisir de nouveaux albums, est-ce que vous tenez compte de certains sujets sensibles, par exemple? Oui, je dirais, mais c'est sûr que, tu sais, on a plusieurs critères quand on fait la sélection, la qualité de l'œuvre, tout ça, est-ce qu'elle est essentielle? Mais je vous dirais qu'au niveau de ces questions-là, c'est sûr qu'au niveau des sujets difficiles, disons, les sujets plus sensibles, puis ça, on le voit aussi dans l'album, et de plus en plus, je dirais, mais aussi dans la bande dessinée. Je pense que les gens de plus en plus utilisent ce médium-là pour, pour explorer des sujets là, qui sont plus moins évidents, là, comme c'est un bon moyen de rejoindre les jeunes. On va plus le gérer en bibliothèque avec ce que je parlais tantôt, dans le fond, les catégories d'âge. Donc, c'est sûr on va peut-être mettre une bande dessinée plus en adolescent, qui est 12 ans et plus, qu'en jeunesse, si on trouve que c'est limite.
Fait que ça va être des choix comme ça. C'est sûr aussi qu'on a parce que, tu sais, nous, c'est sûr que notre principe, c'est de donner accès. Donc, on ne va pas se restreindre nécessairement. C'est sûr que s'il y a de la pédophilie ou de la... Bon, on s'entend, là, il y a Oui. généralement une limite, mais comme je disais, on peut y aller vraiment en plus en mettant des barèmes pour aider, dans le fond, notre clientèle à faire des choix. Fait que je pense que c'est comme ça qu'on le fait. Mais c'est sûr qu'on a parfois des demandes, des gens qui présentent une bande dessinée en disant, ben moi j'ai été offensé ou etc. Puis à ce moment-là, on la regarde à nouveau, puis on prend une décision. C'est sûr que généralement, on ne retire pas là, sans de bonnes raisons, à moins vraiment qu'il y ait eu une erreur de sélection avec un retour, mais on peut parfois la changer de catégorie d'âge. Puis ce que je disais, moi, ça m'est déjà arrivé. Je parlais de l'évolution de certains personnages. Je pense au manga, entre autres. Quand tu as une trentaine de séries avec un personnage qui passe de 12 ans à 24, bien, ça se peut, ça se peut que ton contenu évolue beaucoup, puis que ce qui était bien pour le 12 ans, rendu au 30e tome, il y a des petites choses qui accrochent un peu plus, là, surtout le Puis c'est ça, nous, c'est que la bande dessinée, c'est très visuel. Hein? Alors, c'est pas les mêmes enjeux au niveau je dirais que les personnes se sentent touchées ou offensées par quelque chose qu'un roman. Un roman, il faut vraiment que tu le lises puis que pour tomber sur des bouts un peu plus qui vont t'offenser ou bon, qui peuvent être un peu plus croustillants, alors que la BD, on pense à la BD adulte et tantôt, je pense que ça a été mentionné, les jeunes, effectivement, vont souvent avoir un intérêt pour du contenu plus vieux et c'est très normal et je pense que ça peut être très sain dans beaucoup de cas, mais dans certains cas, il faut quand même s'assurer là, que c'est bien, je dirais, codifié chez nous. Puis sinon, ben, c'est aux gens de faire leur choix. Je pense que l'accompagnement des parents est essentiel dans ces cas-là. Puis nous, on est là pour ça aussi. Là. Mais c'est toujours hein, la balance là, entre donner accès puis en même temps, bon, on dirait il y a quand même une limite parfois. Là. Surtout, Mme Trépanier, qu'on vit à une époque où là, les gens ont tellement de plateformes pour s'offenser de tout et rien. Que j'imagine que votre travail, si vous le comparez à il y a une vingtaine d'années ou une quinzaine d'années avant l'avènement des médias sociaux, est-ce que vous faites plus souvent face à des cas justement de parents qui peuvent être sensibles à certaines lectures? Moi, j'ai pas l'impression qu'il y en a plus, honnêtement. Je pense que les gens comprennent quand même que nous, on fait une offre globale, puis que c'est à eux de faire un choix après dans ce qui est offert, là. Donc, ils ont une responsabilité comme parents, surtout quand l'enfant est plus jeune, de guider son choix. Ce qui ne veut pas dire que l'enfant n'est pas allé tout seul à la bibliothèque, puis bon, mais il va lire le document à la maison, donc on peut rattraper. Ça arrive de temps en temps, puis il y a des fois où c'était très justifié. Comme je disais, il y a des séries qui évoluent. Il y a des choses qu'on n'a peut-être pas vues dans le détail. Fait que on n'a rien je pense qu'on a tout avantage à se remettre en question et à se questionner. Par contre, c'est sûr qu'on le fait déjà, comme on le disait, lors de la sélection. Là. Mais non, moi, je n'ai pas vu, par contre, qu'il y avait plus de... Puis, tu sais, on pourrait même dire, comme il y a une explosion de sujets qui sont peut-être plus difficiles, ben, je pense que les gens sont quand même ouverts à ça. Là. Sophane, vous, dans vos fonctions d'éditeur, évidemment, vous recevez, j'imagine, des quantités astronomiques de manuscrits. Et, et si Mme Trépanier, avec son équipe, doit ouvrir l'œil et lire les livres qui vont être retenus, évidemment, dans leur institution, il en va de même pour vous. Donc, j'imagine que vous lisez une quantité quand même assez importante de manuscrits. Est-ce que, par exemple, vous, en tant qu'éditeur, est-ce qu'il y a des sujets qui sont plus sensibles pour vous? Est-ce qu'il y a des appréhensions? Est-ce que vous sentez justement qu'il y a certains sujets, par exemple, si vous acceptez un album, est-ce que comme éditeur, vous allez orienter vos auteurs, vos autrices pour peut-être éviter certains écueils qui pourraient heurter certaines sensibilités de lecteurs et lectrices? Je dirais que c'est vraiment au cas par cas. Oui, on reçoit énormément de manuscrits. Puis, en fait, on essaie aussi de s'adapter à l'évolution à travers le temps. Donc, d'être
d'être à jour dans les choix aussi qui vont être faits, puis d'être sensible à notre environnement, si on veut. Mais ensuite, il y a beaucoup aussi de coups de cœur, soit parce que on aime la façon que c'est scénarisé, on aime le thème, on aime l'approche des créateurs. Puis, à partir de là, bien, ensuite, on peut travailler ensemble, justement, si on trouve qu'il y a certains éléments qui sont maladroits, mais sans pour autant que l'œuvre en soit complètement achetée à terre. Donc, on peut retravailler ensemble. Par exemple, exemple très simple, on pourrait dire, bon, c'est que des personnages masculins dans l'œuvre. Donc, on pourrait dire, est-ce qu'il y aurait moyen d'intégrer peut-être un personnage féminin en plus? Donc, exemple très simple, mais oui, ensuite, on est capable d'avoir des discussions avec les créateurs pour tenir compte un petit peu de la réalité. Puis, s'il y a des sujets qu'on trouve qui ne sont pas appropriés peut-être pour le public visé, donc, ou des illustrations, ben on peut avoir des réflexions ensemble également, se dire, bon, ben là, on visait un public beaucoup plus jeune. Est-ce qu'on va essayer de chercher un public plus vieux ou est-ce qu'on va faire certains choix dans le travail éditorial ensemble, justement, pour que ça soit adapté finalement au public également. Donc, je pense que c'est justement l'intérêt aussi du travail éditorial, c'est de réfléchir ensemble, se challenger en équipe aussi, voir certains aspects peut-être qui n'ont pas été pris en compte, puis aussi peut-être le créateur, des fois, il a fait une réflexion aussi qui n'a pas été comprise, puis qui justement peut être pertinente. Donc, c'est vraiment, je pense, un travail d'équipe. Mais on ne s'arrête pas nécessairement à la lecture du manuscrit. S'il y a un élément qu'on trouve que ça ne passe pas, on ne s'arrête pas à ça. On voit ça comme un travail d'équipe. Puis, ouais, voilà. Je me permets peut-être de revenir à une discussion qu'on a eue plus tôt en rebondissant sur une question de Simon Banville qui se lit comme suit. Je vois que les panélistes partagent à différents degrés l'opinion que les catégories d'âge s'entrecroisent. Comment un auteur doit-il se placer aujourd'hui par rapport à ça? Doit-il viser une tranche d'âge particulière, comme le demandent les éditeurs, ou comme le dit M. Goldstein, écrire pour son plaisir, pour parler à l'enfant qu'il était? Ouais, ça, c'est une... c'est une excellente question. Je pense qu'il y a une certaine forme d'apprentissage. Je trouve que c'est très important. C'est très drôle quand on va au Salon du Livre et puis on rencontre des jeunes, par exemple, qui ont... ça peut arriver, hein, 8 ans, 9 ans, qui ont été plus dans d'autres domaines, le hockey, le sport, la musique. Et tout à coup, bon... ils sont amenés on veut les amener à lire, etc. Puis, c'est vraiment des néophytes en bande dessinée, ils ne connaissent pas. Donc, tu peux avoir un petit garçon qui a 8 ans, 9 ans, qui tombe là-dedans, puis qui découvre ça, qui tombe là-dedans comme dans un coffre au trésor. Et puis, tu vas avoir l'autre qui a 8 ans, 9 ans, qui, déjà chez lui, ses parents ont une sacrée bibliothèque de bande dessinée et ils l'ont initié à toutes sortes de choses. Il a commencé à faire une sélection. Ça, j'aime moins ça, etc. Et les parents continuent à approvisionner. Je donne un exemple, je pense à Guy Delisle, par exemple, fabuleuse bande dessinée, Chronique Birman, Chronique de Jérusalem, etc. Est-ce qu'on dit c'est de la bande dessinée pour adultes ou pour adolescents, etc.? Je pense qu'un enfant peut découvrir ça. Et le dessin est engageant, est simple. Et puis le propos, ben là, tu peux poser des questions. Ça me fait penser, moi, j'ai eu la chance d'avoir un père, ce n'est pas un intellectuel, mais il m'a guidé dans certaines de mes lectures. Je me souviens, quand j'étais en 6e année, il m'a dit, bon, ben regarde, laisse faire un petit peu les livres, les BD. Tiens, je vais te donner tel livre. C'est important de découvrir tel auteur. Et donc, tranquillement, il m'a amené avec des titres appropriés à découvrir le plaisir de la lecture. Puis là, je me faisais ce cinéma-là dans ma tête. Les livres que je lisais devenaient des bandes dessinées. Et donc, je crois très fort à l'apprentissage, que ce soit à l'école. Tu mentionnais tout à l'heure les nombris, par exemple. Tu dis, ah non, ça, il ne faut pas toucher à ça. Il faut, comment je pourrais dire, c'est un cas de censure dans l'école. Alors que tu peux avoir un autre professeur qui va présenter ce travail-là, un enseignant, une enseignante qui va présenter ça, puis qui va dire, bon, ben, est-ce qu'on peut en débattre?
est-ce qu'il faut vraiment rejeter ça ou bien quel est le message qui est envoyé là-dedans? Est-ce que c'est bien traité, etc.? Moi, je crois beaucoup à la discussion, à la réflexion autour de ça. Tu sais. Et puis, bon, tu bâtis toi-même ta propre bibliothèque. Et pour moi, donc, c'est important. Et je suis toujours étonné quand je suis au Salon du Livre, puis je vois des jeunes qui viennent me voir, et puis avec lesquels on va aborder toutes sortes de thèmes, toutes sortes de sujets. Et puis, il y en a avec lesquels tu peux aller vraiment beaucoup plus loin. Puis, il y en a d'autres bon, qui sont à un niveau, comment je pourrais dire, ils vont être au premier degré dans ta bande dessinée, le gag de base. Mais il y en a d'autres avec lesquels tu peux parler tu peux t'évader, tu peux te mettre à parler d'astronomie, tu peux te parler ils vont être, tu pourras même parler d'humour noir avec eux. Ça, c'est assez étonnant. Donc, il y a vraiment toutes sortes de publics chez les jeunes. Ouais. Donc, en fait, Jacques, en bande dessinée jeunesse comme en bande dessinée adulte, peut-on parler de tout en bande dessinée jeunesse? Non, comme je disais, il y a certains sujets qui sont... J'ai essayé, par exemple, d'aborder certains thèmes, comme je disais, bon, ben, certains aspects de la sexualité, par exemple, ou les drogues, admettons, tu sais, tourner ça à la blague un peu en ce qui concerne la consommation de cigarettes ou de marijuana. C'est trop délicat, c'est trop... comme je disais, il y a différents niveaux de lecture de la bande dessinée. Et si les gens le prennent au premier degré, c'est vraiment... c'est assez difficile. C'est assez... donc, il y a certains sujets que tu ne peux pas aborder, mais en ce qui concerne... comment je pourrais dire, tout autre sujet, il n'y a pas vraiment de limite, non. Tu peux, comme je disais, tu peux secouer les puces à ton lecteur en ce qui concerne la consommation, la surconsommation. Tu sais, c'est sûr que les jeunes veulent avoir tel genre d'équipement au niveau électronique, au niveau des vêtements, des choses comme ça. Puis c'est bien des fois de leur rappeler que, bon, ben, est-ce que tu as besoin vraiment de toutes ces choses-là pour vivre heureux? Est-ce que, en fait, moi, je suis plutôt un adepte de la simplicité volontaire. Alors, j'essaie de les amener dans cette direction-là. Donc, mais je ne fais pas une espèce d'analyse psychosociale là-dessus. Je veux dire, c'est le reflet de ce que je suis. Puis tant mieux s'il y a des gens qui se reconnaissent là-dedans. Donc, mais j'essaie toujours, effectivement, des fois, c'est assez drôle parce que dans mes bandes dessinées, il y a une petite grenouille qui s'appelle Beppo qui peut se permettre de dire des choses. Et je la pousse, Beppo, à être un petit peu iconoclaste. Et puis, souvent, mon éditrice va me dire ouais, ben Jean, c'est un peu fort, ce truc-là. Je dis mais c'est une grenouille. Ah oui, c'est vrai, c'est une grenouille. Donc, oui, c'est vrai. Alors, donc, les humains sont limités par certains sujets, mais tu peux avoir une grenouille qui va s'indigner puis qui va pointer du doigt sur les bêtises de l'être humain. Ça, j'aime bien ce genre d'approche-là. Évidemment, d'entrée de jeu, je parlais de la production québécoise parce que, bon, il se fait énormément de bandes dessinées dans toute la francophonie. Hein. On n'a qu'à penser en Europe, notamment. Il y a plus, en bande dessinée, tout genre confondu, il se produit sur une base annuelle plus de 5-6 000 titres par année. Donc, et il y a tout un pan jeunesse à la production en Europe qui est très, très fort. Est-ce que c'est encore difficile aujourd'hui, en 2021, si on oublie la petite pandémie, est-ce que c'est encore difficile aujourd'hui pour la production québécoise de s'imposer? Parce qu'il y a beaucoup de talent ici au Québec. Il y a des albums extraordinaires. Il y a une multiplicité de structures éditoriales. Donc, pensez-vous qu'auprès du lectorat québécois, la production locale jeunesse a vraiment trouvé son public? J'aurais tendance à dire que c'est effectivement assez difficile c'est un créneau qui est encore pas si évident à exporter, mais quoique il y a quand même des beaux exemples de succès, là, si je pense à la Pastèque aussi quand même, qui font un excellent travail à l'étranger. C'est sûr que si on pense à l'Europe, par exemple, c'est avant tout un
un énorme producteur, bon, tu le disais, avec les 5-6 000 parutions par année. Donc, c'est un énorme producteur de bandes dessinées. C'était avant tout aussi pour le Québec, c'était un exportateur. Donc, nous, on consommait beaucoup de BD historiquement qui provenaient de la France et de la Belgique. Donc, c'est sûr que c'est difficile de rivaliser avec l'offre et l'historique aussi qui ont l'expertise qu'ils ont développée avec le temps. Par contre, j'ai l'impression qu'un marché plus jeune comme le Québec peut avoir un angle un peu plus différent puis se démarquer par là parce que justement, il y a certains, entre guillemets, certains patterns ou certaines façons de faire qui sont propres, encore une fois, si je prends l'exemple de la France et de l'Europe, qui sont propres à eux. Puis, je pense qu'il y a un public qui aime découvrir du nouveau. Donc, je pense que c'est là qu'on peut aussi se démarquer. Si on regarde de ce côté-là, je regardais des statistiques qui datent de 2016, mais quand même, c'était la moitié de leurs publications venaient de l'étranger. Donc, en France, là, la moitié de leurs publications bande dessinée venaient de l'étranger. Puis, 69% de ces publications-là étaient du manga. Donc, c'est un style, on peut voir par là aussi que c'est un style qui est complètement différent de ce que les Français, les Belges produisent. Puis, donc, ça allait attirer quand même, finalement. Puis, il y a eu c'est un créneau qui s'est développé. Donc, je pense que ça prouve justement là, qu'on est capable peut-être d'arriver avec quelque chose de nouveau, soit un style, un concept ou une façon de s'exprimer un peu différente. Puis il peut vraiment avoir de l'intérêt par là. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de notre unicité, de notre différence, puis d'essayer des choses nouvelles, justement. Mais c'est sûr que si on veut entrer dans un style très près du franco-belge, ben, il y en a beaucoup qui se fait, donc il faut se démarquer, il faut trouver une façon de se démarquer. Madame Trépanier, en bibliothèque, est-ce que vous sentez même maintenant que, par exemple, que les parents ou même les enfants ont de plus en plus une inclinaison vers la production locale? Ah oui, je dirais que oui. Ça se voit en BD, mais ça se voit dans à peu près tous les types de documents, là. Je pense que les gens aiment bien avoir c'est pas qu'ils sont pas ouverts sur le monde, là, mais ils aiment bien avoir des référents proches d'eux, de se reconnaître vraiment dans les personnages, dans le contexte, là. Puis on le voit dans le fond, dans ce qui fonctionne bien aussi, là. Parce que même si l'univers est, disons, fantastique, il y a quand même un ton là, qui est peut-être plus proche d'eux que la BD européenne ou la BD qui est traduite là. Fait que non, moi je dirais c'est quand même un fort pouvoir d'attraction le fait que ce soit québécois. Là. Ils ne savent peut-être pas toujours, mais oui. Oui, parce que en fait, et là j'y vais, c'est très, très personnel, mais moi je rêve du jour où en fait, on n'aura plus besoin de faire cette distinction-là. Ni en bibliothèque, ni en librairie, ni en salon, ni en festival. D'arriver à un point où on ne parlera plus de frontières en bande dessinée, c'est-à-dire on ne parlera plus d'une production locale, mais qu'on puisse vraiment juste parler d'une production. Point. Évidemment, c'est sûr qu'on a le droit d'être chauvin parce que du talent et des albums, il y en a beaucoup au Québec et de très grande qualité. Donc, mais bon, le rêve ultime, ce serait ça pour la production en général. Là, je vais dans le chat room pour voir quelques questions. Ah oui, bon, voilà. Alors, on revient un peu plus tôt aux questions abordées, c'est-à-dire au genre propre à la bande dessinée jeunesse. Alors, il y a Mme Archambault qui pose la question suivante. Qu'entend-on au juste par la BD jeunesse? Est-ce qu'il y a une catégorie BD jeunesse pour grands adolescents, 14 ans et plus, ou passe-t-on alors directement à la bande dessinée adulte? Ça en revient un peu à ce dont on parlait un peu plus tôt, donc.
Ben, c'est ça, comme je disais, nous, j'ai déjà expliqué, il y a comme une catégorisation, mais effectivement, des fois, parfois, ça fait des drôles de choses parce que on peut trouver en BD jeunesse. Moi, je me rappelle avoir racheté des vieux succès, là, des rééditions que moi, je lisais quand j'étais petite, donc il y a quand même plusieurs années, dans le magazine Tintin. Puis là, c'est quoi? Je me rappellerai pas du titre, là, mais c'est des séries qui sont en principe jeunesse, mais que les jeunes ont peu d'intérêt à lire, alors que les adultes vont vouloir se replonger dans leur enfance. Puis là, ils étaient aux jeunesses, puis ils dormaient sur les rayons. Ça, c'était particulièrement Gabriel Roy, là, où on a une très bonne collection. Par contre, il y avait des choses qui étaient mises en BD adultes parce qu'on se disait, bon, c'est comme tout public. Bon, les Tintins, par exemple, les Astérix. Mais là, puis il y avait des exemplaires disponibles aux jeunesses, mais là, parce que les 12 ans et moins ne peuvent pas emprunter les BD adultes. Fait que là, si celui du jeunesse n'était pas disponible, fait que, c'est sûr que la catégorisation amène certains, certains enjeux, mais c'est ça, c'est effectivement difficile, je pense, de mettre toujours, nous, on essaie de donner un choix, mais après, puis comme je disais, moi-même, j'ai toujours lu de la BD jeunesse, là, puis je pense que je vais toujours en lire, peu importe l'âge que j'aurai, là. Le 7 à 77 ans de Tintin reste très, très valable, je pense. Il C'est faut même. assez embêtant, là, les catégories, hein. Je trouve, parce que c'est ça, justement, pour les ados, c'est là que c'est encore le plus embêtant, parce que, oui, on se dit, bon, 12, 13, 14 ans, on peut qualifier ça tu sais, de BD jeunesse ou, tu sais, jeune adulte, mais quand même, rendu à 14 ans, tu peux très bien lire un ouvrage adulte de 500 pages, très compliqué, là. Mm. Est-ce qu'à 14 ans, tu te considères vraiment comme un lecteur jeunesse? Si je me replonge moi-même quand j'étais en secondaire 1 à 13 ans, on lisait des œuvres adultes très, très volumineuses. Puis, donc, je serais curieux de voir leur perspective, en fait. Je pense que ça serait un beau sujet de réflexion, mais voir leur perspective aux ados eux-mêmes, comment ils se considèrent. Mais c'est sûr que souvent, on essaie quand même de mettre un, un âge pour orienter soit le parent ou soit les gens qui vont faire des recherches sur le web ou en librairie, au moins pour avoir un barème. Mais l'âge, quand même, selon le niveau de lecture, quelqu'un de plus jeune peut le lire ou quelqu'un de plus vieux aussi. Ça ne veut pas dire que si c'est écrit 12 ans et plus puis que tu as 18 ans, t'es bébé. Ça veut juste dire qu'à partir de 18 ans, probablement que ça se lit aisément ou que le contenu, il n'y a pas de contenu inapproprié. Donc, ça peut être des fois le niveau de lecture ou le type de contenu qui peut influencer là, la décision. Mais ouais, je pense que c'est une assez bonne question là, qui mérite de continuer à réfléchir. Oui, ça fait penser, pour rebondir à ce que tu disais, Jean-Dominique, est-ce qu'on peut parler de tout? Oui, là, on est là. Quand tu es ado, quand tu es 14 ans, 15 ans, oui, là, tu peux parler de sexualité, tu peux parler de harcèlement, tu peux parler de violence, tu peux aborder des thèmes. C'est pas la même chose avec des enfants qui ont 9 ans. Je pense aux bibliothèques scolaires ou des choses comme ça, mais quand tu as 14 ans, 15 ans, au contraire, tu fais face à des problèmes en ce qui concerne ta sexualité, ton ouverture au monde, ton rapport avec tes parents, de tous les bouleversements qui sont dans ton corps, dans ton esprit. Ben oui, là, je trouve la BD, c'est extraordinaire. Tu sais, je pense, par exemple, à Iris avec les autres, par exemple. Bon, ben, je pense à Claire Bretéché, là, ça rejoint un petit peu ça, tu sais, c'est-à-dire, tu es mal dans ta peau et puis là, tu te poses des questions, puis tu as la pression scolaire et puis tu as la pression des parents. Qu'est-ce que je fais dans cette espèce d'univers-là? C'est une espèce de Mafalda à la puissance 1000. Là, tu sais. Puis surtout aujourd'hui, mon Dieu, les réseaux sociaux, Facebook, il faut que je sois populaire, etc. Alors, c'est des angoisses. Oui, effectivement, le mot, tu sais, l'anxiété, justement, en voilà un bon thème pour la bande dessinée. Mais je trouve qu'avec les petits, les plus jeunes, laissons-les vivre un peu. On peut les confronter à certains problèmes, comme le réchauffement planétaire ou l'écologie, des choses comme ça. Mais je trouve que, oui, là, on peut parler de tout avec les ados. Au contraire, c'est le moment, là. Il faut y aller. Il faut les mettre dans le bain. Tu sais.
Alors, je trouve que la BD est un bon outil pour ça. Bien sûr, des ouvrages plus élaborés, mais je trouve que la BD est un véhicule formidable pour rejoindre les ados, pour leur ouvrir l'esprit, puis pour les confronter à toutes sortes d'enjeux. Oui. Est-ce que, et ça, je pars d'une question de Mme Archambault, est-ce que la bande dessinée peut également être un outil ou une porte d'entrée vers la culture québécoise pour notamment les nouveaux arrivants, que ce soit via les écoles, les bibliothèques et même les éditeurs? Est-ce que vous sentez que cet extraordinaire médium que la bande dessinée peut également être un outil? Oui, je dirais tout à fait. Là. Nous, c'est sûr que c'est ça, on a ce souci-là d'avoir du matériel qui est plus facilement. Puis avec l'image, ben, si tu as moins la maîtrise de la langue, ben, c'est facilitant, là, tout comme l'album. Oui, tout à fait. Là. Le côté historique se transmet bien aussi quand même par le dessin. Il y a moyen d'avoir, si on veut représenter un Québec des années 70, par exemple, pour justement, si on prend l'exemple du nouvel arrivant, ben, il peut se replonger un petit peu dans ce que c'était à cette époque-là. C'était dans une problématique ou une période là, clé où l'utilisation du slang aussi se fait assez bien, je trouve, en BD. C'est facile d'avoir des dialogues qui sont naturels finalement. On voit les personnages, on peut reprendre un petit peu plus la façon de parler de l'époque, par exemple. Donc, oui, je trouve que c'est un très beau médium. En fait, même la littérature, le livre en général, c'est un très beau médium. Puis, en fait, dans les deux sens aussi, hein, pour faire découvrir aux Québécois les cultures étrangères également. Ça, c'est un très beau médium aussi. Je pense au Dragouille, une collection qu'on publie qui est un mélange un peu des deux, mais en fait, chaque livre traite d'une ville différente. Donc, les jeunes se reconnaissent quand on parle de leur pays, mais aussi, donc, ensuite, quand ils vont prendre un autre livre, ben, en fait, ils vont découvrir leurs confrères ou consoeurs aussi, leurs amis à l'école. Donc, c'est un beau moyen de partage aussi, donc d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître les autres également. Oui, je trouve que la bande dessinée québécoise a quelque chose de vraiment très spécial dans le sens où elle est assez typée aussi involontairement quand moi je fais de la bande dessinée. C'est sûr et certain que, ben oui, il va y avoir de la nature qui va être là. Il ne faut pas oublier que, bon, il n'y a pas juste Montréal, il y a le reste du Québec. Et puis, bon, ben, la chasse, la pêche, c'est important, la nature, etc. Bon, ça, c'est pas la région de Wallonie, ça, c'est autre chose. Donc, il y a un côté qui est très québécois. Et puis, on a on a un rapport avec la nature, avec l'environnement, avec le fleuve. Puis je pense qu'involontairement, ça se voit dans les bandes dessinées. Et puis tant mieux si, comment je pourrais dire, le Québec, avec sa bande dessinée, elle a sa place dans le monde. Et puis, il y a un côté, pourquoi il y a autant de Français qui viennent au Québec? C'est parce que c'est ça qui les attire. Il y a une espèce de forme de liberté, il y a une certaine forme de hiérarchie qui n'existe pas comme en France. C'est ça qu'ils recherchent. Et puis, la bande dessinée québécoise, c'est un peu un vecteur pour faire connaître un petit peu le pays, pour faire connaître un petit peu les mentalités. Exactement comme moi, j'aime bien regarder des films étrangers. J'aime bien, par exemple, il y a certaines bandes dessinées africaines que j'ai découvertes dans une revue qui s'appelle Planète BD, pas Planète BD, Planète Jeune. Et là, je découvre bon, comment une bande dessinée au Sénégal ou bien au Congo. C'est complètement différent, les priorités sont autres, etc. Puis ça, je trouve ça exactement comme aller dans un festival de films étrangers. Je trouve ça rafraîchissant. J'ai envie de connaître. Moi, ce que je veux dans une bande dessinée, c'est apprendre des choses aussi. Pas au point de vue académique nécessairement, mais embarquer dans une espèce de voyage. Là, je laisse faire mes problèmes et puis là, je rentre là-dedans, comme dans un film. Et je trouve que la bande dessinée québécoise a des saveurs qu'on ne retrouve pas dans d'autres bandes dessinées, à mon avis. Et ça, c'est précieux. Et on vient de loin, parce que si on pense aux années 70, à l'époque de Crow, bon, il n'y avait pas énormément de choses qui se faisaient, puis bon, il n'y avait pas de diffusion, il n'y avait pas autant de fabuleux éditeurs pour
pour faire, pour distribuer tout ça. Et puis, je trouve que vraiment, on a fait des progrès incroyables, vraiment. Puis, je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même incontournable. Puis, tant mieux, tant mieux. On a fait, je pense, en bande dessinée, le même progrès qu'il y a eu dans le cinéma. Puis ça, c'est indéniable. Sur ces formidables paroles, Jacques, on abonde tous dans le même sens. C'est de la musique, en tout cas, à mes oreilles. C'est comme ça que se conclut ce webinaire. Donc, je tiens à vous remercier de votre participation. Donc, Tariq, Jacques et Sophane, merci vraiment beaucoup. Et je vous souhaite bon vent pour la suite des choses, tant en bibliothèque qu'à la table à dessin et que chez Michel Quintin, évidemment, pour les prochains albums à paraître. Alors, merci aux internautes d'avoir été des nôtres. Et je tiens à vous rappeler que ce webinaire fut présenté en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec, l'ambassade du Canada à Paris et le marché international des droits du Festival BD d'Angoulême. Et on vous invite également à explorer la programmation du Festival Québec BD au québecbd.com, programmation qui s'étire jusqu'au 13 juin prochain. Alors, merci à vous encore une fois et on se dit à très bientôt. On se retrouve donc, nous, pour le prochain webinaire à 13h. Merci beaucoup.